Partie 1. Les premiers rayons du soleil d'automne filtraient à travers les rideaux de soie ivoire du salon principal, dessinant des motifs dorés sur les meubles d'acajou poli. Élise Moreau ajustait machinalement son tablier blanc immaculé, ses doigts tremblants trahissant une nervosité qu'elle s'efforçait de dissimuler. Depuis 3 années qu'elle travaillait comme femme de chambre dans cette demeure palatiale de Neuilly-sur-Seine, jamais elle n'avait été convoquée dans le bureau privé de M. Augustin Beaumont. Le nom seul de cet homme faisait frémir les domestiques de la maison. Patron de l'empire industriel Beaumont & Associés, héritier d'une fortune bâtie sur 3 générations d'entrepreneurs impitoyables, Augustin Beaumont incarnait tout ce que le monde moderne pouvait produire de plus redoutable en matière de pouvoir et d'influence. Sa réputation le précédait dans tous les cercles parisiens, impitoyable en affaires, exigeant avec ses employés et possédant cette autorité naturelle qui pliait les volontés les plus rebelles. Élise remonta le couloir menant aux étages supérieurs, ses chaussures de cuir noir produisant un écho feutré sur le parquet de chêne massif. Les murs étaient ornés de toiles de maître, témoignage silencieux d'une richesse qui dépassait l'entendement de la jeune femme de 24 ans. Elle qui avait grandi dans un modeste appartement du 19e arrondissement, aux côtés d'une mère couturière et d'un père ouvrier, ressentait chaque jour le fossé béant qui séparait son monde de celui dans lequel elle évoluait désormais. Pourtant, cette position lui était précieuse. Orpheline depuis ses 18 ans, Élise avait dû subvenir seule à ses besoins, et l'emploi chez les Beaumont lui offrait non seulement un salaire correct, mais également un logement dans les combles de la demeure. Elle avait appris à se fondre dans le décor, à anticiper les besoins de la famille sans jamais se faire remarquer, à exécuter ses tâches avec une précision qui lui avait valu l'estime de Madame Beaumont et de la gouvernante, Madame Duchesne. Cette dernière l'avait interceptée alors qu'elle s'apprêtait à commencer sa journée habituelle par l'entretien de la bibliothèque. « Mademoiselle Moreau », avait-elle dit de sa voix posée mais teintée d'une gravité inhabituelle, « Monsieur Beaumont souhaite vous voir dans son bureau à 10 heures précises. Assurez-vous d'être irréprochable dans votre tenue. » L'horloge du hall principal venait de sonner 10 heures quand Élise s'arrêta devant la porte en noyer sculpté du bureau. Elle inspira profondément, rassemblant son courage, et frappa 3 coups discrets. La voix grave et autoritaire qui lui répondit la fit tressaillir malgré elle. « Entrez !» Le bureau d'Augustin Beaumont était un sanctuaire de masculinité et de pouvoir. Les murs lambrisés s'élevaient vers un plafond orné de moulures complexes, tandis qu'une immense baie vitrée offrait une vue imprenable sur les jardins parfaitement entretenus. Derrière un bureau d'époque Napoléon III, l'homme qui faisait trembler le monde des affaires était penché sur des documents, sa silhouette imposante découpée contre la lumière matinale. Augustin Beaumont leva les yeux vers elle, et Élise sentit immédiatement l'intensité de ce regard gris acier qui semblait percer les âmes. À 40 ans, il possédait cette prestance naturelle des hommes habitués à commander. Ses cheveux d'un châtain foncé étaient impeccablement coiffés, sa barbe taillée avec précision, et son costume 3 pièces de Savile Row épousait parfaitement sa carrure athlétique. Tout en lui respirait la réussite et l'autorité. « Mademoiselle Moreau », dit-il en reposant sa plume d'or. Sa voix était mesurée, chaque mot pesé avec soin. « Approchez-vous. » Élise avança de quelques pas, maintenant ses mains croisées devant elle pour les empêcher de trembler. Elle gardait les yeux baissés, comme on le lui avait enseigné, mais sentait le poids du regard de son employeur peser sur elle. « Regardez-moi !» ordonna-t-il d'un ton qui n'admettait aucune désobéissance. Élise releva lentement les yeux, révélant un visage aux traits délicats encadré par des cheveux châtain clair qu'elle maintenait toujours soigneusement tirés en chignon. Ses yeux noisettes, habituellement emplis de douceur, reflétaient maintenant une appréhension qu'elle ne parvenait pas à masquer entièrement. Augustin l'observa longuement, comme s'il l'évaluait, et elle eut l'impression troublante d'être un objet d'art qu'il songeait à acquérir. Cette pensée la mit mal à l'aise, mais elle demeura immobile, attendant qu'il daigne s'expliquer. « Depuis combien de temps êtes-vous à mon service ?» demanda-t-il finalement. « 3 ans, monsieur », répondit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme. « 3 ans », répéta-t-il, comme s'il goûtait ses mots. « Madame Duchesne me dit le plus grand bien de votre travail. Vous êtes consciencieuse, discrète, efficace, des qualités rares de nos jours. » Élise ne répondit pas, incertaine de ce qui était attendu d'elle. Un compliment de la part d'Augustin Beaumont était si inhabituel qu'elle ne savait comment l'interpréter. Il se leva de son fauteuil, révélant sa haute stature, et contourna son bureau pour s'approcher d'elle. Élise dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas reculer quand il s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle. « J'ai une proposition à vous faire, mademoiselle Moreau. Une proposition qui pourrait changer votre vie de façon considérable. »
Le cœur d'Élise s'accéléra. Elle avait entendu des rumeurs concernant certains arrangements que des hommes de la haute société proposaient parfois à leurs domestiques, des arrangements qui offraient une vie plus confortable en échange de services particuliers. L'idée même la révoltait, mais elle savait qu'elle devait écouter ce qu'il avait à dire avant de tirer des conclusions hâtives. « Ma femme et moi traversons actuellement des difficultés conjugales », continua Augustin, sa voix demeurant parfaitement contrôlée. Ces difficultés risquent de déboucher sur une séparation prochaine. Dans de telles circonstances, un homme dans ma position a besoin de compagnie, d'une présence féminine discrète et raffinée. Élise sentit son sang se glacer. Ses pires craintes se confirmaient. « Je suis prêt à vous offrir un appartement dans le 16e arrondissement, une garde-robe digne de ce nom, une allocation mensuelle considérable, et bien entendu, tous les avantages que peut procurer l'association avec un homme de mon rang. » Il marqua une pause, l'observant attentivement pour jauger sa réaction. « En retour, j'attendrai de vous une disponibilité totale et une discrétion absolue. Vous seriez ma compagne privée. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Élise comme un coup de tonnerre. Elle comprenait parfaitement ce qu'il sous-entendait, et cette compréhension fit naître en elle une colère sourde qui commença à consumer sa peur initiale. « Réfléchissez bien avant de répondre », ajouta-t-il en remarquant l'expression qui s'était peinte sur le visage de la jeune femme. « Une telle opportunité ne se représentera pas. Beaucoup de femmes seraient honorées de... Non. » Le mot jaillit des lèvres d'Élise avec une fermeté qui la surprit elle-même. Augustin Beaumont s'interrompit, ses sourcils se fronçant légèrement. « Je vous demande pardon ? » ?»« Non, monsieur, » répéta Élise, sa voix gagnant en assurance. « Je ne peux accepter votre proposition. » Un silence pesant s'installa dans le bureau. Augustin Beaumont n'était manifestement pas habitué à ce qu'on lui oppose un refus, surtout de la part d'une simple domestique. Son visage demeura impassible, mais Élise perçut une lueur dangereuse dans ses yeux. « Vous refusez, » dit-il lentement, comme s'il avait du mal à saisir le concept. « Vous, une femme de chambre sans famille, sans ressources, sans perspective d'avenir, vous refusez l'opportunité d'une vie de luxe et de confort ? » « Oui, monsieur, » répliqua Élise, redressant légèrement le menton. « Je refuse. » Augustin fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Quand il se retourna vers elle, son expression s'était durcie. « Puis-je connaître les raisons de ce refus ? Trouvez-vous mes conditions insuffisantes ?» Élise hésita un instant. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à dire pouvait lui coûter sa position, peut-être même sa réputation si cet homme décidait de se venger. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui ressemblait à l'héritage moral que lui avaient légué ses parents, lui interdisait de céder. « Je trouve vos conditions déshonorantes, monsieur, » dit-elle avec une dignité qui impressionna Augustin malgré lui. « Je ne suis peut-être qu'une domestique, mais je ne suis pas à vendre. » La gifle claqua dans l'air avec la violence d'un coup de fouet. Élise chancela sous l'impact, sa joue s'embrasant aussitôt d'une douleur cuisante. Des larmes de surprise et de souffrance montèrent à ses yeux, mais elle les refoula, refusant de donner à cet homme la satisfaction de la voir pleurer. « Comment osez-vous » siffla Augustin, sa façade de gentleman civilisé s'effritant pour révéler la brutalité qui couvait en dessous. « Comment une misérable comme vous ose-t-elle me juger ?» Élise porta une main à sa joue endolorie, mais ne baissa pas les yeux. Au contraire, elle soutint son regard avec une bravoure qui sembla le déconcerter. « J'ose parce que j'ai une conscience, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Et ma conscience me dit que certaines choses ne s'achètent pas, quel que soit le prix offert. » Augustin Beaumont la fixa longuement, comme s'il découvrait une espèce nouvelle et particulièrement fascinante. Jamais aucune femme de sa connaissance n'avait osé lui tenir tête de cette manière. Les femmes de son monde étaient trop bien élevées, trop soucieuses des convenances, et les autres femmes qu'il avait pu côtoyer étaient généralement trop impressionnées par sa fortune pour le contrarier. « Vous réalisez, » dit-il finalement d'une voix dangereusement calme, « que vous venez de sceller votre destin ? Que plus jamais vous ne trouverez d'emploi dans une maison respectable ? Que votre nom sera sali dans tous les cercles qui comptent ? Si telle est la respectabilité, » répliqua Élise sans fléchir, « alors je préfère la pauvreté. » Ces paroles semblèrent galvaniser quelque chose chez Augustin. Était-ce de l'admiration, de la colère, de la fascination ? Il n'aurait su le dire lui-même. Ce qu'il savait, c'est que cette femme venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle lui avait résisté. « Sortez !» ordonna-t-il soudain. « Sortez de cette maison immédiatement. Madame Duchesne vous remettra vos gages. Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires. » Élise hocha la tête avec dignité et se dirigea vers la porte. «
Au moment où elle posait la main sur la poignée, la voix d'Augustin l'arrêta. Mademoiselle Moreau. Elle se retourna, s'attendant peut-être à un dernier sarcasme, une ultime humiliation. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie, » dit-il. Mais dans ses yeux, elle crut percevoir quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Peut-être, monsieur, » répondit-elle, « mais c'est ma vie, et c'est moi qui choisis mes erreurs. » Elle sortit, fermant la porte derrière elle avec un calme qui contrastait avec la tempête qui faisait rage dans son cœur. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur, sentant enfin ses jambes flancher sous elle. Elle venait de perdre son emploi, son toit, sa sécurité, mais étrangement, elle ne ressentait pas de regret. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle se sentait véritablement libre. Madame Duchesne l'attendait dans sa chambre mansardée, son visage habituellement sévère empreint d'une compassion inattendue. La gouvernante ne posa aucune question, se contentant de lui remettre une enveloppe contenant ses derniers gages, et même un petit supplément qu'elle avait pris sur ses propres économies. « Où allez-vous aller » demanda-t-elle simplement. « Je ne sais pas encore », admit Élise en pliant soigneusement ses maigres possessions dans une valise en carton bouilli. « Mais je trouverai. Prenez ceci », dit Madame Duchesne en glissant un papier dans la main d'Élise. « C'est l'adresse de ma sœur. Elle tient une pension de famille près de la Bastille. Elle vous hébergera le temps que vous vous retourniez. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux devant cette marque de bonté inattendue. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. Vous avez bien fait, » dit la gouvernante à voix basse. « Quoi qu'il vous ait proposé, vous avez bien fait de refuser. Certaines choses valent plus que tout l'or du monde. » 1 heure plus tard, Élise Moreau quittait la demeure des Beaumont, sa petite valise à la main et quelques francs en poche. Derrière elle, elle laissait une vie de sécurité routinière. Devant elle s'étendait un avenir incertain, semé d'embûches et de difficultés. Mais dans son cœur brûlait une flamme nouvelle, celle de la dignité préservée et de la liberté chèrement acquise. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à la fenêtre de son bureau, Augustin Beaumont l'observait s'éloigner, et que pour la première fois de sa vie d'homme habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, il ressentait quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Du respect pour une femme qui avait su lui dire non. Partie 2. La pension de famille de Madame Leblanc se dressait dans une rue étroite du 11e arrondissement, coincée entre un cordonnier et une boulangerie dont l'odeur de pain frais rappelait à Élise les matins de son enfance. L'immeuble de 4 étages, aux façades noircies par la suie parisienne, abritait une dizaine de chambres modestes louées à des employés, des artisans et des étudiants aux moyens limités. Madame Leblanc, sœur cadette de Madame Duchesne, possédait le même regard perçant mais une nature plus chaleureuse que sa sœur. Femme dans la cinquantaine, veuve depuis 10 ans, elle avait transformé son deuil en vocation, offrant un refuge temporaire à ceux que la vie avait malmenés. « Ainsi, vous venez de chez les Beaumont », dit-elle en conduisant Élise vers une chambre au 3e étage. « Ma sœur m'a écrit à votre sujet. Vous pouvez rester ici le temps de vous retourner, ma petite. » La chambre était spartiate mais propre. Un lit de fer, une commode bancale, une chaise et une petite fenêtre donnant sur la cour intérieure. Après le luxe auquel Élise s'était habituée, cette simplicité aurait pu la déprimer. Au contraire, elle y trouva une forme de paix, comme si elle retrouvait enfin sa véritable place dans le monde. Les premiers jours furent difficiles. Élise passa ses matinées à écumer les agences de placement, ses après-midi à répondre aux annonces parues dans Le Figaro et Le Petit Journal. Mais partout où elle se présentait, la même question revenait. Pourquoi avait-elle quitté son précédent emploi? Et quand elle tentait d'expliquer sans mentir, elle voyait les visages se fermer, les portes se clore une à une. La réputation d'Augustin Beaumont l'avait précédée. Sans même qu'elle s'en doute, il avait effectivement fait passer le mot dans son réseau. Élise Moreau était une domestique problématique, peu recommandable. Aucune famille de la haute société parisienne n'oserait désormais l'embaucher, de peur de déplaire aux puissantes industrielles. Au bout d'une semaine de recherche infructueuse, Élise commençait à désespérer quand elle rencontra Marguerite Duval dans la salle commune de la pension. Cette femme de 30 ans, aux cheveux roux flamboyants et aux yeux verts pétillants d'intelligence, travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit social. « Vous cherchez du travail ?» demanda Marguerite un soir, alors qu'elle partageait un frugal repas dans la salle à manger commune. « Vous savez lire et écrire, j'imagine ?»« Naturellement », répondit Élise, légèrement surprise par la question. « Mes parents tenaient à ce que j'aie une éducation, même modeste. » « Alors pourquoi vous obstinez à chercher des places de domestique? Il y a d'autres moyens de gagner sa vie pour une femme intelligente. » Cette conversation marqua un tournant dans la vie d'Élise.
Marguerite lui ouvrit les yeux sur un monde qu'elle n'avait jamais envisagé, celui du travail de bureau, des emplois de secrétaire, de dactylographe, de comptable, des métiers qui commençaient à s'ouvrir aux femmes dans ce Paris du début du XXe siècle qui se modernisait à grands pas. « Monsieur Roussel, l'avocat pour qui je travaille, cherche justement une assistante », expliqua Marguerite. « Le salaire n'est pas mirobolant, mais c'est honnête, et vous apprendriez un métier. » Maître Henri Roussel était un homme de 45 ans, aux manières douces et à l'intelligence affûtée. Il avait ouvert son cabinet 5 ans plus tôt pour défendre les droits des ouvriers et des employés face à leur patron, une cause qui lui tenait à cœur depuis qu'il avait vu son propre père, contremaître dans une usine, être licencié sans compensation après 20 ans de service. Son bureau occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble du 10e arrondissement, non loin de la gare de l'Est. L'endroit était modeste mais chaleureux, avec ses murs tapissés de livres de droit et ses fenêtres donnant sur une petite cour pavée où poussait un marronnier centenaire. « Mademoiselle Moreau, dit Maître Roussel en la recevant, Marguerite m'a parlé de vous. Elle dit que vous cherchez un emploi et que vous savez lire et écrire couramment. »« C'est exact, maître, » répondit Élise, impressionnée malgré elle par la bienveillance qui émanait de cet homme. « L'emploi que j'offre n'est pas de tout repos. Mes clients sont souvent des gens simples, parfois désemparés, qui ont besoin qu'on les écoute autant qu'on les défende. Il me faut quelqu'un de patient, de compréhensif et surtout de discret. » Élise sourit faiblement. La discrétion, c'était bien la dernière qualité qu'on lui reprochait. « Je peux vous offrir un salaire de départ de 60 francs par mois, avec une augmentation au bout de 6 mois, si votre travail me donne satisfaction. Vous seriez chargé de recevoir les clients, de tenir mes rendez-vous, de taper mes courriers et mes plaidoiries. » C'était moins que ce qu'elle gagnait chez les Beaumont, mais c'était un nouveau départ, une chance de reconstruire sa vie sur des bases plus solides. « J'accepte, maître, » dit-elle sans hésitation. Henri Roussel la regarda attentivement. Il y avait quelque chose dans le maintien de cette jeune femme, une dignité naturelle qui ne passait pas inaperçue. « Puis-je vous demander pourquoi vous avez quitté votre précédent emploi ?» demanda-t-il. « Marguerite m'a dit que vous travailliez dans une grande maison. » Élise hésita. Devait-elle mentir, inventer une excuse quelconque, ou dire la vérité et risquer de perdre cette opportunité ? « Mon ancien employeur, dit-elle finalement, m'a fait une proposition que je ne pouvais accepter en conscience. J'ai préféré partir plutôt que de compromettre mes principes. » Henri Roussel hocha la tête, comprenant sans qu'elle ait besoin d'en dire davantage. « Vous avez bien fait, dit-il simplement. L'intégrité est une qualité rare de nos jours. Je suis heureux de l'avoir trouvée chez ma nouvelle employée. » Ainsi commença la nouvelle vie d'Élise Moreau. Chaque matin, elle quittait la pension de Madame Leblanc vêtue d'une robe simple mais soignée, ses cheveux tirés en chignon sage, pour se rendre au cabinet de Maître Roussel. Elle apprit rapidement à utiliser la machine à écrire, à classer les dossiers, à accueillir les clients avec cette combinaison de fermeté et de compassion que réclamait son nouveau métier. Les clients de Maître Roussel étaient effectivement des gens simples, des ouvriers licenciés abusivement, des employés harcelés par leurs supérieurs, des familles chassées de leur logement par des propriétaires cupides. Élise découvrait un monde de souffrance qu'elle n'avait jamais soupçonné, mais aussi une solidarité et une dignité qui la touchaient profondément. Parmi ses clients, il y avait Marie Blanchard, une jeune lingère de 20 ans qui travaillait dans un grand magasin des grands boulevards. Marie était venue consulter Maître Roussel parce que son directeur la harcelait et menaçait de la licencier si elle ne cédait pas à ses avances. « Je ne sais plus quoi faire », sanglotait-elle dans le bureau tandis qu'Élise lui tendait un mouchoir. « J'ai besoin de ce travail pour nourrir ma petite sœur. Mais cet homme, il me suit partout. Il me touche quand personne ne regarde. » Élise sentit son sang se glacer. Cette histoire lui rappelait douloureusement sa propre expérience chez les Beaumont. Mais là où elle avait eu la possibilité de refuser et de partir, Marie était prise au piège de sa situation financière. « Nous allons nous occuper de votre affaire », assura Maître Roussel. « Ce genre de comportement est inacceptable, et la loi commence à évoluer sur ces questions. » Au fil des semaines, Élise se passionna pour ce travail qui donnait un sens à sa vie. Elle voyait Maître Roussel se battre pour ses clients avec une énergie et une conviction qui forçaient à l'admiration. Et petit à petit, elle commença elle-même à comprendre les rouages du droit, à anticiper les besoins, à suggérer des approches. « Vous avez une intuition remarquable », lui dit un jour Henri Roussel. « Avez-vous déjà songé à étudier le droit ?»« Moi ?» Élise éclata de rire. « Maître, je suis une ancienne domestique. Les universités ne sont pas pour les gens comme moi. »« Détrompez-vous » répliqua-t-il. «
Les temps changent. Il existe maintenant des cours du soir, des formations pour les adultes. Si vous en avez la volonté, cette idée germa lentement dans l'esprit d'Élise. Étudier le droit, devenir peut-être un jour avocate. C'était un rêve si lointain, si audacieux qu'elle osait à peine l'envisager. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans son hôtel particulier de Neuilly, Augustin Beaumont traversait la période la plus étrange de sa vie. Sa femme Isabelle avait effectivement demandé le divorce, lasse de ses infidélités répétées et de son caractère de plus en plus tyrannique. Elle avait quitté le domicile conjugal avec leurs 2 enfants, ne laissant derrière elle qu'un silence pesant et des regrets amers. Augustin aurait dû se sentir libéré. Il pouvait désormais vivre comme bon lui semblait, multiplier les aventures, profiter de sa liberté retrouvée. Mais au lieu de cela, il ressentait un vide étrange, une mélancolie qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. Et au cœur de cette mélancolie, il y avait le souvenir obsédant d'Élise Moreau. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme continuait à hanter ses pensées. Ce n'était pourtant qu'une domestique, une femme du peuple sans fortune ni éducation particulière. Mais quelque chose en elle l'avait marqué, quelque chose qu'il n'arrivait pas à oublier. Était-ce sa beauté simple et naturelle, son courage face à l'adversité, ou cette dignité inébranlable qu'elle avait manifestée en lui tenant tête? Il ne le savait pas, mais il se surprenait régulièrement à penser à elle, à se demander ce qu'elle était devenue. Un soir, cédant à une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il demanda à son chauffeur de le conduire dans le quartier populaire où elle avait grandi. Il arpenta les rues étroites du 19e arrondissement, espérant vaguement l'apercevoir, mais ne trouva que des visages inconnus et hostiles qui le dévisageaient avec méfiance. Sa fortune et son pouvoir, qui lui ouvraient toutes les portes dans son monde, ne lui servaient à rien ici. Pire, il le desservait, faisant de lui un intrus, un étranger dans un univers qu'il ne comprenait pas. De son côté, Élise s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Elle avait déménagé de la pension de Madame Leblanc pour s'installer dans un petit appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec Marguerite. Ensemble, elles avaient créé un foyer chaleureux où elles recevaient leurs amis, discutaient de politique et de littérature, rêvaient d'un avenir meilleur, car Élise avait finalement décidé de s'inscrire au cours du soir de la faculté de droit. 3 fois par semaine, après sa journée de travail, elle se rendait dans les amphithéâtres poussiéreux de la Sorbonne pour y apprendre les subtilités du code civil et du droit pénal. C'était épuisant, mais passionnant. Elle découvrait un monde intellectuel qu'elle n'avait jamais soupçonné, se nourrissait avidement de connaissances nouvelles, développait une argumentation rigoureuse qui impressionnait ses professeurs. « Mademoiselle Moreau », lui dit un jour le professeur Martinet après un cours sur le droit du travail, « votre dissertation sur la condition ouvrière était remarquable. Vous avez une compréhension intuitive des enjeux sociaux qui vous servirait bien dans une carrière juridique. » Élise rougit de plaisir. Elle qui avait grandi en se croyant destinée à une vie de labeur obscur, découvrait qu'elle possédait des capacités insoupçonnées. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle croisa Marie Blanchard dans la rue. La jeune lingère rayonnait de bonheur. « Mademoiselle Moreau !» s'écria-t-elle. « Grâce à Maître Roussel, j'ai obtenu gain de cause. Mon ancien directeur a été licencié et on m'a proposé un poste de responsable dans un autre magasin. » Élise sourit, émue de voir cette victoire de la justice sur l'arbitraire. C'était pour cela qu'elle travaillait, pour cela qu'elle étudiait, pour que des femmes comme Marie, comme elle-même, puissent vivre dans la dignité sans avoir à subir les caprices des puissants. Mais le destin, comme souvent, préparait des chemins imprévisibles. Un matin de décembre, alors qu'une fine neige commençait à tomber sur Paris, Élise vit entrer dans le cabinet un homme qu'elle n'attendait pas. Augustin Beaumont se dressait dans l'embrasure de la porte, plus imposant que jamais dans son manteau de cachemire noir. Son regard gris balaya la modeste antichambre avant de se poser sur elle, et elle lut dans ses yeux quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu, une forme de vulnérabilité. « Mademoiselle Moreau, dit-il de sa voix grave, il faut que nous parlions. » Partie 3. Le silence qui s'abattit sur l'antichambre du cabinet semblait peser de tout le poids du monde. Élise sentit son cœur s'emballer, mais elle puisa dans les mois écoulés la force de maintenir une contenance digne. Elle se leva lentement de son bureau, ses mains tremblant imperceptiblement, tandis qu'elle lissait sa robe de laine grise. « Monsieur Beaumont, dit-elle d'une voix qu'elle espérait ferme, que puis-je faire pour vous ?» Augustin ôta son chapeau, révélant des cheveux légèrement ébouriffés par le vent hivernal. Il paraissait différent, moins sûr de lui, comme un homme qui aurait perdu ses repères habituels. Son regard parcourut le modeste bureau, s'attardant sur les livres de droit soigneusement rangés, les dossiers empilés avec méthode,
la machine à écrire qui témoignait d'une vie professionnelle active. « J'aimerais vous parler en privé, dit-il finalement. Serait-il possible de... Monsieur Beaumont ?» La voix de maître Roussel interrompit leur échange. L'avocat venait d'apparaître sur le seuil de son bureau, attiré par ce visiteur imprévu. Son expression se durcit immédiatement quand il reconnut l'industriel. « Que nous vaut l'honneur de votre visite ?» Augustin se tourna vers lui, jaugeant cet homme de taille moyenne aux cheveux grisonnants qui le regardait avec une hostilité à peine dissimulée. Il reconnut immédiatement en Henri Roussel un adversaire potentiel, quelqu'un qui ne se laisserait pas impressionner par sa fortune ou son influence. « Je souhaiterais m'entretenir avec mademoiselle Moreau », répondit Augustin avec raideur. « C'est un matière personnel. Tout ce qui concerne mon employé me concerne également, » rétorqua maître Roussel en s'avançant d'un pas. « Et je connais votre réputation, monsieur Beaumont. Vos méthodes avec les femmes ne sont un secret pour personne. » La tension monta d'un cran. Augustin serra les poings, peu habitué à ce qu'on lui parle sur ce ton, mais quelque chose dans l'attitude protectrice de l'avocat envers Élise le retint d'exploser. « Maître Roussel, » intervint doucement Élise. « Je peux me débrouiller seul. Monsieur Beaumont et moi avons effectivement des choses à nous dire. » Henri Roussel la regarda avec inquiétude, mais il connaissait suffisamment Élise pour respecter sa décision. Il hocha la tête à contre-cœur. « Très bien. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. » Il jeta un regard d'avertissement à Augustin avant de s'éloigner, laissant la porte de son bureau entr'ouverte. Élise se dirigea vers les 2 fauteuils disposés près de la fenêtre et invita Augustin à s'asseoir. Il hésita un instant, déstabilisé par cette inversion des rôles. C'était elle, désormais, qui menait la danse, qui décidait des conditions de leur entretien. « Vous avez changé ?» dit-il en s'installant face à elle. « En effet, » répondit-elle simplement. « Les épreuves forgent le caractère. Les épreuves ?» Il eut un rire amer. « Vous parlez des difficultés que mes recommandations ont pu vous causer ?» Élise le regarda droit dans les yeux, et il fut frappé par la tranquille assurance qu'il y lut. « Vous avez effectivement tenté de détruire mes perspectives d'emploi, » dit-elle sans animosité. « Mais finalement, vous m'avez rendu service. Vous m'avez forcé à découvrir des possibilités que je n'aurais jamais envisagées autrement. » Augustin observa cette femme qui avait hanté ses pensées pendant des mois. Elle portait une robe simple mais élégante, ses cheveux étaient coiffés avec soin, et son maintien témoignait d'une confiance en soi nouvelle. Mais ce qui le frappait le plus, c'était cette sérénité qu'elle dégageait, cette paix intérieure qu'il n'avait jamais possédée malgré toute sa richesse. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle. La question était directe, sans détour, et elle le prit au dépourvu. Pourquoi était-il venu, en effet? Il avait passé des mois à se convaincre qu'il avait oublié cette femme, qu'elle n'était qu'un caprice passager, un défi à sa vanité masculine. Mais assis face à elle, il comprenait que c'était bien plus compliqué. « Ma femme m'a quitté », dit-il finalement. « Le divorce sera prononcé dans quelques semaines. »« Je l'ai appris », répondit Élise. « Les journaux en ont parlé. » Un silence s'installa. Augustin semblait lutter contre lui-même, cherchant les mots justes. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé entre nous, » reprit-il. « À votre refus, à votre dignité. Vous m'avez dit des choses que personne n'avait jamais osé me dire. Et cela vous a plu ?» demanda Élise avec une pointe d'ironie. « Non », avoua-t-il avec une honnêteté surprenante. « Cela m'a mis en colère, mais avec le temps, j'ai compris que vous aviez raison, que ma proposition était indigne de nous deux. » Élise l'étudia attentivement. Il y avait quelque chose de changé chez cet homme aussi, une faille dans son armure d'arrogance, une humanité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Monsieur Beaumont, » dit-elle doucement, « si vous êtes venu pour renouveler votre proposition sous une forme différente, je dois vous dire « non », l'interrompit-il vivement. « Ce n'est pas pour cela que je suis là. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant la rue enneigée où des passants emmitouflés se hâtaient vers leur destination. « J'ai vécu 40 ans en pensant que tout s'achetait, » dit-il sans se retourner. « L'obéissance, le respect, l'affection, même l'amour. Vous m'avez prouvé que j'avais tort. Et qu'attendez-vous de moi maintenant ?» demanda Élise. Il se retourna, et elle fut surprise de voir une vulnérabilité presque enfantine dans ses yeux gris. « Votre pardon peut-être, ou simplement votre compréhension. » Élise fut émue malgré elle par cette humilité inattendue. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le patron tyrannique qui l'avait giflé et humilié. C'était un être humain en quête de rédemption. « Vous l'avez, » dit-elle simplement. « Je vous pardonne, monsieur Beaumont. Nous avons tous nos faiblesses. » Augustin ferma les yeux,
comme soulagé d'un poids énorme. Quand il les rouvrit, il brillait d'une émotion contenue. « Merci », murmura-t-il. « Vous ne savez pas ce que cela représente pour moi. Mais maintenant, » continua Élise, « il faut que vous partiez. Ma vie a pris une direction nouvelle, et je ne souhaite pas revenir en arrière. »« Je comprends », dit-il en reprenant son chapeau. « Je respecte votre choix. » Il se dirigeait vers la porte quand la voix d'Élise l'arrêta. « Monsieur Beaumont, pourquoi ne consacreriez-vous pas votre influence à des causes plus nobles? Vous pourriez faire beaucoup de bien autour de vous. » Il la regarda longuement comme s'il pesait ses paroles. « Peut-être, dit-il finalement, peut-être avez-vous raison. » Il sortit, la laissant seule avec ses pensées. Maître Roussel apparut quelques instants plus tard, l'inquiétude peinte sur son visage. « Tout s'est bien passé ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Élise, encore émue par cette rencontre inattendue. Il voulait simplement s'excuser. Henri Roussel la regarda avec surprise, mais ne posa pas d'autres questions. Il connaissait la discrétion d'Élise et respectait sa vie privée. Les semaines qui suivirent furent marquées par un événement inattendu. Maître Roussel reçut la visite d'un homme élégant, qui se présenta comme le secrétaire d'Augustin Beaumont. Monsieur Beaumont souhaite créer une fondation pour venir en aide aux femmes victimes de harcèlement et d'exploitation, expliqua le visiteur. Il cherche un avocat compétent pour la diriger juridiquement. Henri Roussel faillit refuser par principe, mais la somme proposée était si considérable qu'elle permettrait d'aider des centaines de personnes. Il accepta, non sans méfiance. Élise ne fut pas surprise quand elle apprit la nouvelle. Elle avait vu quelque chose changer chez Augustin Beaumont lors de leur dernière rencontre, une prise de conscience qui semblait authentique. La Fondation Beaumont pour la défense des droits des femmes vit officiellement le jour au printemps suivant. Elle offrait assistance juridique gratuite, aide financière d'urgence, et même formation professionnelle aux femmes en détresse. L'ironie de la situation n'échappait à personne. L'homme qui avait incarné l'oppression masculine devenait le défenseur de celle qu'il avait autrefois méprisée. Élise, de son côté, progressait brillamment dans ses études. Ses professeurs la considéraient désormais comme une étudiante exceptionnelle, et plusieurs lui suggéraient de postuler pour une bourse qui lui permettrait de se consacrer entièrement au droit. « Vous devriez y réfléchir sérieusement », lui dit Maître Roussel un soir qu'il travaillait tard sur un dossier complexe. « Vous avez l'étoffe d'une grande avocate. Vous croyez vraiment ?» demanda Élise, encore incertaine de ses capacités. « J'en suis convaincu. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire. » Il posa sa plume et la regarda avec gravité. « La Fondation Beaumont cherche une directrice adjointe, quelqu'un de compétent, d'intègre, qui comprenne les difficultés des femmes parce qu'elle les a vécues. Le poste est bien rémunéré et vous permettrait de finir vos études tout en acquérant une expérience précieuse. » Élise resta muette de surprise. Travailler pour la Fondation d'Augustin Beaumont, c'était la dernière chose qu'elle aurait imaginée. « Je sais ce que vous pensez, » continua Henri Roussel, « mais cette fondation fait un travail remarquable. En 3 mois d'existence, elle a déjà aidé plus de 200 femmes. Et Beaumont tient ses distances. Il finance, mais n'interfère pas dans le fonctionnement quotidien. » Élise réfléchit longuement. Cette proposition représentait une opportunité extraordinaire, la chance de transformer son expérience personnelle en outil pour aider les autres. Mais accepter signifiait également créer un lien professionnel indirect avec l'homme qui avait failli détruire sa vie. « Laissez-moi y réfléchir », dit-elle finalement. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Allongée dans son petit lit, elle repensait au chemin parcouru depuis ce matin où elle avait quitté l'hôtel particulier de Neuilly, sa petite valise à la main. Elle avait découvert des forces en elle qu'elle ne soupçonnait pas, construit une nouvelle vie sur des bases solides, trouvé sa voie dans le droit et la défense des plus faibles. Accepter ce poste serait-il une trahison envers elle-même, ou au contraire, l'accomplissement logique de son parcours? Le lendemain matin, sa décision était prise. Elle se présenta au bureau de Maître Roussel avec la détermination qui la caractérisait désormais. « J'accepte », dit-elle simplement. « Mais à une condition, je veux rencontrer Monsieur Beaumont pour définir clairement les termes de notre collaboration. » Henri Roussel sourit. Cette femme ne cesserait jamais de l'étonner par son courage et sa sagesse. « Je vais arranger cela », dit-il. 3 jours plus tard, Élise se retrouvait dans le bureau luxueux de la Fondation, installée dans un hôtel particulier du 7e arrondissement. Augustin Beaumont l'attendait, debout près d'une grande fenêtre donnant sur un jardin soigneusement entretenu. Il se retourna quand elle entra, et elle fut frappée par le changement qui s'était opéré en lui. Il paraissait plus serein, comme apaisé par cette nouvelle mission qu'il s'était donnée. « Mademoiselle Moreau », dit-il en s'inclinant légèrement, «
Je suis heureux que vous ayez accepté ce poste. Personne n'était mieux qualifié que vous pour le tenir. Monsieur Beaumont, répondit-elle, je tiens à ce que les choses soient claires entre nous. Si j'accepte ce travail, c'est uniquement parce qu'il me permet de servir une cause qui me tient à cœur. Je ne veux aucune ingérence de votre part dans mes méthodes ou mes décisions. Vous l'aurez, assura-t-il. Ma seule ambition est que cette fondation fasse le maximum de bien possible. Vous avez carte blanche. Ils se regardèrent un long moment, deux êtres que le destin avait opposés et qui se retrouvaient maintenant alliés dans un combat commun. Entre eux planait le souvenir de leur première confrontation, mais aussi la reconnaissance mutuelle de ce qu'ils étaient devenus. « Alors nous pouvons commencer, dit Élise en tendant la main. Augustin la serra avec respect, et pour la première fois depuis des mois, il sourit d'un sourire qui semblait venir du cœur. Partie 4. L'hôtel particulier de la Fondation Beaumont bourdonnait d'activité dès les premières heures du matin. Élise avait transformé les salons d'apparat en bureaux fonctionnels, où une équipe de juristes, de secrétaires et de travailleuses sociales s'affairait à traiter les dossiers qui affluaient chaque jour. En 6 mois, la Fondation était devenue une référence dans la défense des droits des femmes, et son influence s'étendait bien au-delà des frontières parisiennes. Élise arrivait chaque matin à 8 heures précises, vêtue de ses tailleurs sobres mais élégants, qu'elle s'était fait confectionner grâce à son nouveau salaire. Elle avait développé une autorité naturelle qui impressionnait même les hommes les plus réticents à accepter l'autorité féminine. Sa connaissance approfondie du droit, acquise lors de ses cours du soir qu'elle continuait à suivre assidûment, lui permettait de conseiller efficacement les avocats de la Fondation. Ce matin de septembre, elle examinait un dossier particulièrement complexe quand sa secrétaire, mademoiselle Petit, frappa à sa porte. « Madame la directrice », dit la jeune femme, car Élise avait insisté pour qu'on l'appelle ainsi, refusant le diminutif de « mademoiselle » qui marquait sa condition de célibataire. « Madame la comtesse de Montclair demande à vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Élise fronça les sourcils. La comtesse de Montclair était l'épouse d'un industriel du textile, une femme de la haute société qui ne s'était jamais intéressée aux œuvres caritatives. Que pouvait-elle bien vouloir? « Faites-la entrer, » dit Élise en rangeant ses dossiers. La comtesse de Montclair était une femme de 50 ans à l'allure majestueuse, habituée aux salons dorés et aux réceptions mondaines. Elle entra dans le bureau d'Élise avec cette assurance que donnent la richesse et le rang social, mais quelque chose dans son maintien trahissait une préoccupation profonde. « Madame Moreau, » dit-elle en s'installant dans le fauteuil qu'Élise lui désignait, « je viens vous voir dans le plus grand secret. Il s'agit de ma fille. » Élise attendit la suite, habituée désormais à écouter les confidences les plus intimes. « Céleste a 19 ans, » continua la comtesse. « Elle était fiancée au fils du baron de Vaudreuil. Un mariage avantageux pour nos deux familles. Mais hier soir, elle m'a avoué que ce jeune homme, qu'il l'avait forcée, plusieurs fois. » La voix de la comtesse se brisa légèrement sur ces derniers mots. Élise sentit une colère familière monter en elle. Même dans les plus hautes sphères de la société, les femmes n'étaient pas à l'abri de la violence masculine. « Votre fille souhaite-t-elle porter plainte ?» demanda Élise. « C'est impossible, » répondit vivement la comtesse. « Le scandale détruirait notre réputation. Mon mari refuse même d'en entendre parler. Il dit que Céleste exagère, qu'elle a des vapeurs. Et vous, qu'en pensez-vous » La comtesse la regarda avec des yeux emplis de détresse. « Je connais ma fille. Elle ne ment pas. Mais que puis-je faire? Nous ne pouvons pas rompre ces fiançailles sans raison officielle et nous ne pouvons pas donner la vraie raison. » Élise réfléchit rapidement. Ce genre de situation était malheureusement fréquent dans l'aristocratie, où les mariages arrangés primaient sur les sentiments et où l'honneur des familles passait avant la sécurité des femmes. « Amenez-moi votre fille, » dit-elle finalement. « Je trouverai peut-être une solution. » 2 heures plus tard, Céleste de Montclair était assise dans le même fauteuil que sa mère. C'était une jeune fille blonde et frêle, aux grands yeux bleus emplis d'une terreur qui serra le cœur d'Élise. Elle portait une robe de soie rose qui contrastait cruellement avec la pâleur de son visage. « Mademoiselle de Montclair, » dit doucement Élise, « votre mère m'a expliqué votre situation. Voulez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Céleste éclata en sanglots, et il fallut plusieurs minutes à Élise pour la calmer et obtenir son récit. L'histoire était sordide. Édouard de Vaudreuil, profitant de son statut de fiancé, avait abusé de la jeune fille lors de leur rencontre supposément chaperonnée, la menaçant de rompre les fiançailles et de la diffamer si elle parlait. « Je ne peux pas l'épouser », sanglotait Céleste. « Je ne peux pas, mais papa dit que je dois respecter les engagements de la famille. » Élise prit les mains tremblantes de la jeune fille dans les siennes. « Écoutez-moi bien.
dit-elle avec fermeté. Personne ne peut vous forcer à épouser cet homme. Nous allons trouver un moyen. Mais comment? Si je refuse, ma famille sera déshonorée. Laissez-moi réfléchir. En attendant, je veux que vous sachiez une chose. Ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute. Vous êtes une victime, pas une coupable. Après le départ de Céleste et de sa mère, Élise passa l'après-midi à étudier les codes aristocratiques et les lois sur les fiançailles. Il devait exister un moyen légal de rompre ses engagements sans compromettre la réputation de la jeune fille. Elle était encore plongée dans ses recherches quand Augustin Beaumont frappa à sa porte. Depuis qu'elle avait pris ses fonctions, il venait régulièrement s'enquérir du fonctionnement de la fondation, mais toujours avec la plus grande discrétion, respectant l'autonomie qu'il lui avait promise. « Madame Moreau, dit-il en entrant, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai entendu dire que la comtesse de Montclair était venue vous voir. Cette famille appartient à mon cercle de relations. Monsieur Beaumont, l'interrompit Élise. Vous savez que je ne peux pas discuter des dossiers de nos clientes. Bien sûr, acquiesça-t-il. Mais si jamais cette affaire concernait des personnalités en vue, il serait peut-être sage de me tenir informé. Les réseaux d'influence peuvent être compliqués à naviguer. Élise l'observa attentivement. Depuis qu'elle travaillait pour la fondation, leur relation s'était normalisée, basée sur un respect mutuel et une compréhension tacite de leurs rôles respectifs. Mais parfois, comme maintenant, elle percevait encore des échos de l'homme puissant et manipulateur qu'il avait été. « Si j'ai besoin de votre aide, dit-elle finalement, je vous le ferai savoir. » Augustin hocha la tête et se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Élise, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois depuis des mois, sachez que quelle que soit cette affaire, vous avez mon soutien total, même si cela devait me coûter certaines relations. » Cette déclaration surprit Élise. Elle y décela une sincérité qui la toucha malgré elle. Le lendemain, elle eut une idée. Elle se rendit à la bibliothèque de droit de la Sorbonne pour consulter d'anciens traités sur les contrats de mariage aristocratiques. C'est là qu'elle découvrit un article obscur du Code civil qui pourrait constituer la solution qu'elle cherchait. Elle convoqua immédiatement la comtesse de Montclair et sa fille. « J'ai trouvé une possibilité », annonça-t-elle sans préambule. Selon l'article 1138 du Code civil, un contrat peut être annulé s'il a été conclu sous la contrainte ou la menace. Si nous pouvons prouver que M. de Vaudreuil a usé de chantage pour maintenir ses fiançailles. « Mais comment prouver ces menaces ?» demanda la comtesse. Céleste doit écrire une lettre à son fiancé, lui rappelant ces menaces et lui demandant de la libérer de leurs engagements. S'il refuse et réitère ces menaces par écrit, nous aurons notre preuve. C'était un plan risqué, mais c'était le seul moyen d'obtenir la liberté de Céleste sans compromettre l'honneur familial. La jeune fille accepta, et la lettre fut rédigée avec le plus grand soin. Quelques jours plus tard, la réponse d'Édouard de Vaudreuil arriva. Une missive arrogante où il réaffirmait effectivement ses menaces et sa détermination à maintenir les fiançailles coûte que coûte. « Parfait, » dit Élise en lisant la lettre. « Nous avons ce qu'il nous faut. » L'affaire fut portée devant un juge du tribunal civil. Maître Roussel, qui avait accepté de défendre Céleste, présenta brillamment le dossier, démontrant que les fiançailles avaient été maintenues par la contrainte et le chantage. Le baron de Vaudreuil tenta de faire jouer ses relations, mais Augustin Beaumont intervint discrètement pour neutraliser ses efforts. Le juge, impressionné par la qualité du dossier et sensible aux arguments juridiques, prononça l'annulation du contrat de fiançailles. Céleste de Montclair était libre. « Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» demanda la comtesse à Élise le jour du jugement. « En parlant de nous autour de vous, » répondit Élise. « Faites savoir aux femmes de votre milieu qu'elles peuvent compter sur notre aide. » Cette victoire marqua un tournant pour la fondation. Le bouche à oreille dans les salons parisiens amena de nombreuses femmes de la haute société à solliciter discrètement l'aide d'Élise. Épouses maltraitées, filles forcées au mariage, héritières spoliées par leur famille, toutes trouvaient à la fondation l'écoute et l'expertise juridique qui leur manquaient. Élise développa rapidement un réseau d'informatrices dans tous les milieux sociaux. Les domestiques, qu'elle comprenait mieux que quiconque, lui rapportaient les rumeurs et les scandales étouffés. Les commerçantes lui signalaient les femmes en détresse. Même certains hommes influents, touchés par l'action de la Fondation, lui fournissaient des informations précieuses. Un soir d'octobre, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, Augustin vint la voir. « Vous devriez rentrer chez vous, » dit-il en remarquant sa fatigue. « Vous travaillez trop. Il y a tant à faire, » répondit-elle en se frottant les yeux. « Chaque jour apporte de nouveaux cas, de nouvelles urgences. La Fondation ne peut pas fonctionner sans vous, mais elle ne doit pas vous tuer non plus. » Il s'approcha de son bureau
et aperçut les piles de dossiers qui s'y entassaient. « Vous avez besoin d'aide. Nous devons recruter d'autres juristes, d'autres assistantes. Cela coûterait cher, objecta Élise. L'argent n'est pas un problème, assura Augustin. Ce qui compte, c'est l'efficacité de notre action. Élise leva les yeux vers lui. Dans la lumière tamisée du bureau, il paraissait plus jeune, et elle nota les rides de préoccupation qui marquaient désormais son visage. Cette fondation était devenue pour lui plus qu'une œuvre de charité. C'était sa rédemption. « Augustin, dit-elle, utilisant son prénom sans s'en rendre compte. Pourquoi faites-vous tout cela? Vraiment ?» Il resta silencieux un long moment, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient derrière les fenêtres. « Parce que vous m'avez appris que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne, dit-il finalement. Et parce que je veux devenir l'homme que vous méritiez de rencontrer. » Cette confession inattendue toucha Élise plus profondément qu'elle ne l'aurait voulu. Elle voyait la sincérité dans ses yeux, sentait la transformation profonde qui s'était opérée en lui. « Vous y êtes presque, » murmura-t-elle. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis leur première rencontre, ce ne fut pas de la méfiance ou de la colère qui passa entre eux, mais quelque chose de plus doux, de plus complexe. « Élise, » dit-il d'une voix rauque. « Non, » l'interrompit-elle doucement. « Pas maintenant. Nous avons encore du chemin à parcourir tous les deux. » Il hocha la tête, comprenant qu'elle avait raison. Leur histoire était trop lourde, leur blessure trop fraîche pour qu'ils puissent envisager autre chose qu'une collaboration professionnelle. Mais quelque chose avait changé entre eux ce soir-là, quelque chose qui ne pourrait plus être ignoré. Partie 5. L'hiver 1925 s'annonçait particulièrement rigoureux. Les premiers flocons de neige tombèrent sur Paris quand Élise reçut une lettre qui allait bouleverser sa vie une fois de plus. L'enveloppe portait le sceau de l'université de la Sorbonne, et ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant. « Mademoiselle Moreau, lisait-elle, nous avons l'honneur de vous informer que votre thèse sur la condition juridique de la femme dans la société française contemporaine a été acceptée à l'unanimité par le jury. Vous êtes désormais titulaire du diplôme de licencié en droit. » Elle dut relire la lettre 3 fois avant d'en saisir pleinement la portée. Après 3 années d'études acharnées, jonglant entre son travail à la fondation et ses cours du soir, elle avait enfin obtenu son diplôme. Elle, l'ancienne domestique, était maintenant officiellement juriste. « Madame la directrice ?» La voix inquiète de mademoiselle Petit la tira de sa stupeur. « Vous ne vous sentez pas bien ?»« Si, balbutia Élise, les larmes aux yeux. « Au contraire, je ne me suis jamais sentie aussi bien. » Elle pensa immédiatement à ses parents, qui auraient été si fiers de voir leur fille accéder à ce monde de la connaissance dont ils l'avaient toujours encouragée à rêver. Puis ses pensées se tournèrent vers Augustin, et elle se demanda ce qu'il penserait de cette nouvelle. Elle n'eut pas longtemps à attendre. Quelques heures plus tard, il frappa à sa porte, un bouquet de roses blanches à la main et un sourire sincère aux lèvres. « Mes félicitations, maître Moreau », dit-il en accentuant ironiquement le titre. « Mademoiselle Petit m'a appris la nouvelle. »« Merci », répondit Élise, touchée par cette attention. « Mais je ne suis encore qu'une simple licenciée. Il me faudra plusieurs années avant de pouvoir porter le titre de maître. »« Vous l'avez déjà gagné par votre travail et votre dévouement, » rétorqua Augustin. « D'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire. » Il s'installa dans le fauteuil face à son bureau, retrouvant cette assurance d'homme d'affaires qu'elle connaissait bien. « La Fondation a besoin d'évoluer. Nous avons maintenant une réputation établie, des contacts dans tous les milieux, une expertise reconnue. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Que voulez-vous dire ? Demanda Élise, intriguée. Je veux créer le premier cabinet d'avocats entièrement consacré à la défense des droits des femmes, avec vous à sa tête. Élise resta muette de surprise. L'idée était audacieuse, révolutionnaire même. Jamais une femme n'avait dirigé un cabinet d'avocats en France. C'est impossible, dit-elle finalement. Les ordres d'avocats ne l'accepteront jamais. Et puis, je n'ai pas encore le droit de plaider. Laissez-moi m'occuper des aspects administratifs, l'interrompit Augustin. Mes relations peuvent ouvrir bien des portes. Quant au droit de plaider, vous l'obtiendrez, j'en suis certain. Il se pencha vers elle, ses yeux gris brillants d'une excitation communicative. Imaginez, Élise, un cabinet où les femmes pourraient venir sans crainte, où elles seraient défendues par des avocats qui comprennent vraiment leurs difficultés. Nous pourrions révolutionner la justice française. L'enthousiasme d'Augustin était contagieux, mais Élise gardait sa prudence naturelle. Et vous ? Quel serait votre rôle dans tout cela ? Celui de mécène, uniquement. Je financerai, mais vous dirigerez. Vous aurez carte blanche sur toutes les décisions juridiques et stratégiques.
Cette proposition représentait l'aboutissement de tous ses rêves. Diriger son propre cabinet, défendre les opprimés, changer les mentalités, mais elle impliquait aussi de renforcer ses liens avec Augustin, et elle n'était pas certaine d'être prête à cela. « Laissez-moi réfléchir », dit-elle. Ce soir-là, Élise rentra chez elle dans un état de profonde perplexité. Elle partageait toujours son appartement avec Marguerite, qui était devenue sa confidente et sa meilleure amie. Autour d'une tisane, elle lui exposa le dilemme qui la tourmentait. « Tu as peur de quoi, exactement ?» demanda Marguerite après l'avoir écouté attentivement. « De lui, » avoua Élise. « De ce que je ressens pour lui. » C'était la première fois qu'elle formulait clairement ce qui la troublait depuis des mois. Au fil de leur collaboration, elle avait vu Augustin se transformer, révéler une humanité et une générosité qu'elle n'aurait jamais soupçonnées. Et malgré elle, malgré leur passé tumultueux, elle s'était sentie attirée par cet homme nouveau. « Il a changé, tu sais », dit doucement Marguerite. « Tout le monde le dit. Sa fondation fait un travail remarquable, et on raconte qu'il a complètement modifié sa façon de diriger ses entreprises. Peut-être, soupira Élise. Mais comment être sûr que ce changement est authentique? Et même s'il l'est, comment oublier ce qu'il m'a fait? Tu n'es pas obligé d'oublier, répondit Marguerite. Mais tu peux choisir de pardonner et de regarder vers l'avenir. 3 jours plus tard, Élise avait pris sa décision. Elle convoqua Augustin dans son bureau pour lui donner sa réponse. « J'accepte votre proposition », dit-elle sans préambule, mais à certaines conditions. Augustin se redressa, attentif. « Premièrement, je veux que notre association soit officialisée par un contrat en bonne et due forme. Deuxièmement, vous vous engagez à ne jamais interférer dans mes décisions professionnelles. Troisièmement, » elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Troisièmement, nos relations resteront strictement professionnelles. Nous avons tous les deux trop à perdre pour mélanger travail et sentiments. » Cette dernière condition sembla affecter Augustin plus qu'il ne l'aurait voulu. Un voile de tristesse passa dans ses yeux, mais il hocha la tête. « Entendu, » dit-il. « Vous avez ma parole. » Les mois qui suivirent furent parmi les plus intenses de la vie d'Élise. La création du cabinet Moreau & Associés, car Augustin avait insisté pour qu'elle donne son nom au cabinet, nécessitait une énergie considérable. Il fallait recruter des avocats compétents et sensibilisés aux questions féminines, trouver des locaux appropriés, établir des procédures, créer un réseau de correspondants. Augustin tint parole et ouvrit toutes les portes nécessaires. Grâce à son influence, Élise obtint exceptionnellement le droit de plaider avant d'avoir accompli le stage traditionnel. Les ordres d'avocats grognèrent, mais n'osèrent pas s'opposer ouvertement au puissant industriel. Le cabinet s'installa dans un magnifique hôtel particulier du 8e arrondissement, à quelques pas de l'Élysée. Élise avait voulu que les lieux soient à la fois élégants et accueillants, afin que toutes les femmes, qu'elles soient duchesses ou ouvrières, s'y sentent à l'aise. Le jour de l'inauguration, le tout Paris se pressa dans les salons du cabinet. Ministres, ambassadeurs, industriels, artistes, tous voulaient voir cette femme extraordinaire qui bouleversait les codes établis. Élise, vêtue d'une robe de soie noire rehaussée d'un collier de perles que lui avait offert Augustin, recevait les félicitations avec une grâce naturelle qui impressionnait ses invités. « Mademoiselle Moreau », lui dit le ministre de la Justice en personne, « ou devrais-je dire, Maître Moreau, votre initiative est remarquable. J'espère que vous saurez montrer aux femmes françaises la voie de l'émancipation par le droit plutôt que par l'agitation. J'espère surtout leur montrer qu'elles ont des droits, Excellence, » répondit Élise avec un sourire diplomate mais ferme. De l'autre côté du salon, Augustin l'observait avec une fierté évidente. Il ne s'approchait d'elle que lorsque le protocole l'exigeait, respectant scrupuleusement la distance qu'elle avait imposée entre eux. Les premières affaires du cabinet furent des succès retentissants. Élise plaida avec une éloquence et une passion qui firent sensation dans les prétoires parisiens. Elle défendit des femmes battues, des héritières spoliées, des ouvrières exploitées, remportant la plupart de ses procès grâce à une préparation minutieuse et une connaissance approfondie de la jurisprudence. Mais c'est l'affaire Durand qui allait la propulser véritablement sur le devant de la scène nationale. Madame Suzanne Durand était une bourgeoise de 40 ans, mère de 3 enfants, qui avait découvert que son mari la trompait avec sa propre sœur. Quand elle avait demandé le divorce, son époux avait riposté en l'accusant d'adultère avec de fausses preuves et en réclamant la garde exclusive des enfants. « Il veut me détruire », sanglotait Madame Durand dans le bureau d'Élise. Il a soudoyé des témoins, falsifié des lettres, et les juges le croient parce que c'est un homme respectable. L'affaire semblait perdue d'avance. Monsieur Durand était un notable influent,
député suppléant et membre de plusieurs conseils d'administration. Il était défendu par l'un des avocats les plus redoutables du barreau parisien, mais Élise n'abandonnait jamais. Elle enquêta minutieusement, découvrit les irrégularités dans les preuves présentées par la partie adverse, retrouva des témoins de la liaison adultère du mari. Surtout, elle prépara une plaidoirie qui allait faire date. Le jour du procès, la salle d'audience était comble. Tout le monde voulait voir cette femme avocat affronter l'establishment masculin du barreau. Élise se leva pour plaider, et sa voix claire résonna dans le silence attentif. « Messieurs les juges, commença-t-elle, nous sommes ici pour juger plus qu'un divorce. Nous jugeons la conception même que notre société se fait de la femme et de ses droits. » Elle démontra méthodiquement les mensonges de l'époux, révéla les falsifications, mais surtout, elle plaida pour une vision nouvelle de la justice conjugale. « Une femme n'est pas la propriété de son mari, » dit-elle avec une passion contenue. « Elle a le droit au respect, à la dignité, à l'amour véritable. Et quand ses droits sont bafoués, la justice doit la protéger, non la punir. » La plaidoirie dura 2 heures et laissa l'assistance médusée. Même l'avocat adverse, pourtant habitué aux joutes oratoires, sembla ébranlé par la force de conviction d'Élise. Le jugement fut rendu en faveur de Madame Durand. Elle obtint le divorce, la garde de ses enfants et une pension confortable. Mais au-delà de cette victoire personnelle, c'était une victoire pour toutes les femmes de France. Les journaux s'emparèrent de l'affaire. « La femme avocat qui révolutionne la justice », titrait Le Figaro. « Maître Moreau, la voix des opprimés », écrivait Le Matin. Du jour au lendemain, Élise devint une célébrité nationale. Ce succès lui apporta une reconnaissance qu'elle n'avait jamais osé espérer, mais aussi des responsabilités nouvelles. Les femmes de toute la France lui écrivaient, sollicitant ses conseils, son aide, son intervention. Elle devint malgré elle une figure du mouvement féministe naissant. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante au tribunal, elle rentrait chez elle quand elle trouva Augustin qui l'attendait devant son immeuble. Il semblait agité, préoccupé. « Élise, dit-il dès qu'il la vit, il faut que je vous parle. »« Que se passe-t-il » demanda-t-elle, inquiète. « J'ai reçu des menaces. Des hommes influents que vos victoires dérangent. Ils parlent de vous faire du mal si vous continuez. » Élise sentit un frisson de peur la parcourir, mais elle redressa fièrement la tête. « Je ne me laisserai pas intimider, » dit-elle. « Je le sais, » répondit Augustin. « C'est bien ce qui m'inquiète. Élise, je ne supporterai pas qu'il vous arrive quelque chose. » Il y avait une émotion brute dans sa voix qui la toucha malgré elle. Elle voyait dans ses yeux une angoisse sincère, un amour qu'il ne parvenait plus à dissimuler. « Augustin, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il en levant la main. « Je sais que vous avez dit que nos relations devaient en rester professionnelles, mais je ne peux plus faire semblant. Je vous aime, Élise. Je vous aime depuis ce jour où vous m'avez dit non. Vous m'avez appris ce qu'était la vraie grandeur d'âme. » Élise sentit son cœur s'emballer. Toutes les émotions qu'elle avait refoulées remontaient à la surface, balayant ses résolutions. « Augustin » répéta-t-elle, et cette fois, son nom était comme une caresse sur ses lèvres. Il s'approcha d'elle, et elle ne recula pas. Leurs regards se mêlèrent, chargés de toute l'histoire tumultueuse qu'ils partageaient. « Nous avons tant de choses à nous pardonner » murmura-t-elle. « Alors pardonnons-nous » répondit-il, « et construisons quelque chose de nouveau. » Il prit doucement son visage entre ses mains, et pour la première fois, elle ne résista pas quand il se pencha vers elle. Leur baiser avait le goût de la réconciliation et de l'espoir. Partie 6. Conclusion. 5 années s'étaient écoulées depuis ce baiser sous la neige parisienne qui avait scellé le destin d'Élise et d'Augustin. Le printemps de 1930 trouvait maître Élise Moreau-Beaumont dans son bureau du cabinet, devenue entre-temps l'une des institutions juridiques les plus respectées de France. Par la fenêtre ouverte, les senteurs du jardin de Tuileries se mêlaient au parfum des roses que son mari lui faisait livrer chaque lundi, rituel qu'il n'avait jamais interrompu depuis leur mariage. Leur union avait fait scandale dans le tout Paris. Que l'héritier de l'Empire Beaumont épouse son ancienne domestique défiait toutes les conventions sociales. Mais Augustin avait assumé son choix avec une détermination qui avait fini par imposer le respect. Il avait organisé une cérémonie intime à la mairie du 7e arrondissement, suivie d'une réception dans les jardins de leur nouvelle demeure, un hôtel particulier qu'ils avaient de fait aménager ensemble, alliant l'élégance classique aux innovations modernes. Élise portait ce jour-là une robe de soie crème, créée spécialement pour elle par un couturier parisien en vogue, mais c'était sa beauté rayonnante et sa dignité naturelle qui avaient ébloui les invités. Madame Duchesne, l'ancienne gouvernante, était venue spécialement pour l'occasion,
versant des larmes d'émotion en voyant celle qu'elle avait protégée devenir l'égale de ceux qui l'avaient autrefois méprisée. « Vous avez transformé cet homme », avait-elle murmuré à Élise lors de la réception. « Et lui vous a donné les moyens de transformer le monde. » Car c'était bien cela que faisait Élise. Transformer le monde, une affaire à la fois, une injustice réparée après l'autre. Son cabinet employait désormais 15 avocats, hommes et femmes confondus, tous dévoués à la cause de l'égalité. Elle avait ouvert des antennes dans les grandes villes de province, créé des permanences gratuites dans les quartiers populaires, publié des ouvrages de droit qui faisaient autorité dans les universités. Son influence dépassait largement le cadre juridique. Elle siégeait dans plusieurs commissions ministérielles chargées de réformer le droit de la famille, donnait des conférences dans toute l'Europe, correspondait avec les grandes figures du mouvement féministe international. Les journaux la consultaient régulièrement, et ses prises de position étaient reprises par la presse du monde entier. Mais ce matin de mai, c'était un tout autre sujet qui occupait ses pensées. Elle contemplait la lettre posée sur son bureau, une lettre qui allait encore changer sa vie. Le cachet officiel de la République française en ornait l'en-tête, et les mots qu'elle contenait résonnaient encore dans son esprit comme un rêve devenu réalité. « Madame Moreau-Beaumont, nous avons l'honneur de vous informer que le président de la République a accepté votre nomination au poste de juge au tribunal de grande instance de Paris. Première femme nommée à ce niveau de responsabilité, elle allait pouvoir directement influencer la justice française, non plus seulement comme avocate, mais comme magistrate. C'était l'aboutissement de toutes ses luttes, la reconnaissance ultime de ses compétences. Augustin entra dans son bureau à ce moment précis, comme s'il avait senti l'importance de l'instant. À 45 ans, il avait acquis une prestance nouvelle, tempérée par la bonté que leur amour avait révélée en lui. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, donnant à son visage une distinction qui n'enlevait rien à son charisme naturel. « Tu as l'air pensive », dit-il en s'approchant d'elle. « J'ai reçu la confirmation officielle », répondit-elle en lui tendant la lettre. « Je serai nommé juge la semaine prochaine. » Augustin lut rapidement le document, et son visage s'illumina d'une fierté sans mélange. « Madame la juge Moreau-Beaumont, » dit-il solennellement avant d'éclater de rire. « Comme cela sonne bien, mes félicitations, mon amour. » Il la prit dans ses bras, et elle se laissa aller contre son torse, savourant ces instants de bonheur simple qui ponctuaient leur vie si remplie. « Te rends-tu compte du chemin parcouru ?» murmura-t-il contre ses cheveux. « De cette femme de chambre terrorisée à cette juge respectée de tous, nous avons parcouru ce chemin ensemble, » corrigea-t-elle. « Tu as changé autant que moi, Augustin. » C'était vrai. L'Empire Beaumont était devenu un modèle d'entreprise sociale où les ouvriers bénéficiaient de conditions de travail révolutionnaires pour l'époque. Congés payés, assurance maladie, représentation syndicale. Augustin avait bouleversé les méthodes managériales héritées de son père, privilégiant le dialogue et la négociation à l'autoritarisme. Ces usines étaient devenues des exemples étudiés dans les écoles de commerce européennes. « Parfois, dit-il, je repense à ce matin où tu as quitté la maison de Neuilly, ta petite valise à la main. Si quelqu'un m'avait dit alors que cette femme deviendrait ma épouse et l'une des personnalités les plus influentes de France, tu ne l'aurais pas cru, » termina Élise en souriant. « Moi non plus d'ailleurs. » Un coup discret frappé à la porte interrompit leur tête-à-tête. Mademoiselle Petit, toujours fidèle au poste après toutes ces années, passa la tête par l'entrebâillement. « Que madame la directrice, pardonnez-moi, mais mademoiselle de Montclair souhaite vous voir. Elle dit que c'est urgent. » Élise fronça les sourcils. Céleste de Montclair, qu'elle avait sauvée des griffes de son fiancé abusif 5 ans plus tôt, était devenue une amie proche et une collaboratrice précieuse de la Fondation. Qu'elle vienne sans rendez-vous laissait présager quelques nouvelles importantes. « Faites-la entrer, » dit Élise. Céleste entra, rayonnante de bonheur, et Élise comprit immédiatement en voyant l'homme qui l'accompagnait. Grand, mince, aux yeux intelligents et bienveillants, il ne pouvait s'agir que du fameux médecin dont Céleste lui parlait depuis des mois. « Élise, » dit Céleste en rougissant légèrement, « j'aimerais vous présenter le docteur Paul Mercier. Nous allons nous marier. » Élise sourit, émue de voir le bonheur de cette jeune femme qu'elle avait vue si malheureuse autrefois. Le docteur Mercier s'inclina respectueusement, mais son regard chaleureux témoignait d'une sincérité qui rassura immédiatement Élise sur ses intentions. « Docteur, » dit-elle en lui tendant la main, « j'espère que vous rendrez Céleste aussi heureuse qu'elle le mérite. »« J'y consacrerai ma vie, » répondit-il simplement. Augustin serra également la main du futur époux, et les deux hommes échangèrent quelques propos sur les réformes hospitalières que le docteur Mercier défendait ardemment. Quand les jeunes gens furent repartis,
Élise et Augustin restèrent silencieux, chacun pensant au chemin parcouru par toutes ces vies qu'ils avaient à croiser. « Nous avons eu de la chance », dit finalement Élise. « Non », corrigea Augustin, « nous avons eu du courage. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et nous étions préparés tous les deux, chacun à notre manière. Ce soir-là, ils dînèrent dans le jardin de leur demeure, sous les étoiles naissantes. La table était dressée simplement comme ils l'aimaient, avec les fleurs du jardin et les bougies qui créaient une atmosphère intime. Ils parlèrent de leurs projets, de la nomination d'Élise, des réformes qu'elle comptait impulser depuis son poste de magistrate. « J'aimerais créer des tribunaux spécialisés dans les affaires familiales », expliquait-elle, avec des juges formés spécifiquement aux questions de violence conjugale et de protection de l'enfance. « C'est une excellente idée », approuva Augustin. La fondation pourrait financer la formation de ces magistrats. Ils formaient une équipe remarquable, complémentaires dans leurs talents et unis dans leurs convictions. Élise apportait la connaissance du droit et la sensibilité aux souffrances humaines. Augustin offrait les moyens financiers et l'influence nécessaire pour concrétiser leurs projets. « Augustin, » dit soudain Élise, « je voudrais te dire quelque chose. » Il leva les yeux vers elle, attentif à l'émotion qu'il percevait dans sa voix. « Quand tu m'as fait cette proposition, il y a tant d'années, dans ton bureau, j'ai eu le sentiment que ma vie se terminait, que tout ce en quoi je croyais s'effondrait. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « En réalité, c'est là qu'elle a vraiment commencé. En te disant non, j'ai découvert qui j'étais vraiment. Et en apprenant à te connaître, j'ai découvert qui tu pouvais devenir. » Augustin tendit la main vers elle par-dessus la table, et elle la prit dans la sienne. « Ce non, dit-il, a été le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Il m'a appris que l'amour véritable ne se commande pas, ne s'achète pas, il se mérite. » Ils restèrent ainsi longtemps, main dans la main, contemplant le ciel étoilé qui s'étendait au-dessus de Paris. Dans le lointain, les lumières de la ville scintillaient comme autant de promesses d'avenir. 10 ans plus tard, en 1940, quand la guerre éclaterait et que l'occupation allemande transformerait la France, Élise et Augustin seraient parmi les premiers à organiser la résistance civile. Leur réseau sauverait des centaines de vies et leur maison deviendrait un refuge pour les persécutés. Élise, devenue entre-temps présidente de la Cour d'appel de Paris, utiliserait sa position pour protéger les innocents et saboter la machine judiciaire collaborationniste. Mais il ne savait rien de cela ce soir de mai 1930. Ils savouraient simplement le bonheur d'être ensemble, d'avoir su transformer leurs blessures en force, leurs erreurs en sagesse. « À quoi penses-tu » demanda Augustin en voyant le sourire mystérieux qui jouait sur les lèvres d'Élise. « Je pense à cette petite fille qui rêvait devant les vitrines des grands magasins, » répondit-elle. Elle imaginait que la richesse apportait automatiquement le bonheur. Elle ne savait pas que le vrai bonheur, on le construit soi-même, avec ses choix, ses convictions, et l'amour qu'on partage. Cette petite fille est devenue une femme remarquable, dit tendrement Augustin. Cette femme a eu la chance de rencontrer un homme capable de changer, répliqua Élise, et de découvrir que l'amour véritable n'a pas de conditions sociales, pas de prix. Il suffit de 2 cœurs qui battent à l'unisson. Dans le silence qui suivit, on n'entendait que le bruissement du vent dans les feuilles du marronnier et le bruit lointain de la vie parisienne. Mais pour Élise et Augustin, c'était le plus beau des symphonies, celle de l'amour triomphant et de la justice rendue. Car c'était bien cela qu'ils avaient accompli ensemble. Ils avaient prouvé qu'on peut changer le monde, une vie à la fois, une injustice réparée après l'autre. Et qu'une servante qui ose dire non peut devenir une force capable de transformer la société tout entière. Leur histoire était devenue légende, racontée dans les salons parisiens et les universités européennes, comme l'exemple parfait de ce que peuvent accomplir le courage et l'amour réunis. Mais pour eux, c'était simplement leur vie, belle et imparfaite, construite sur les ruines de leurs erreurs passées et illuminée par l'espoir d'un avenir meilleur. Et quand ils se levèrent enfin pour rentrer dans leur demeure, leurs silhouettes se détachant contre les lumières dorées des fenêtres, ils marchaient comme des égaux, main dans la main, vers un destin qu'ils avaient choisi ensemble. L'ancienne domestique et le millionnaire avaient disparu pour laisser place à 2 âmes unies par un amour plus fort que toutes les conventions, plus durable que toutes les richesses, plus précieux que tous les titres. Car ils avaient appris la plus belle des vérités, que l'amour véritable commence toujours par le respect de soi, et que dire non à l'inacceptable est parfois le premier pas vers un oui éternel.